Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, J-2, avant le e-prix de Monaco, une manche particulière pour Rocket Venturi Racing qui évoluera à domicile samedi. Nous serons avec son directeur adjoint Jérôme D'Ambrosio. Vous découvrirez également cette nouvelle exposition proposée par la Fondation Prince Albert II de Monaco à l'occasion de son 15e anniversaire. Puis nous parlerons culture avec l'Opéra de Monte-Carlo qui vient de clôturer sa saison. Son directeur Jean-Louis Grinda sera avec nous. Et enfin, une invitation au voyage en fin de journal avec un aller simple pour l'Amérique du Sud, mais tout en restant à Monaco. Mais avant cela, rejoignons Alexandra Pani pour un premier point sur l'actualité. Bonsoir Alexandra, une actualité verte en ce jeudi. Bonsoir Émilie, effectivement une actualité tournée sur les nouvelles technologies et la protection environnementale avec notamment la visite du prince souverain sur le salon Ever. Pour sa 16e édition, le salon s'est déplacé du côté du chapiteau de l'Espace Fontvieille et sera ouvert jusqu'à vendredi. C'était l'occasion pour le prince Albert II d'assister à la signature d'un mémorandum d'accord visant à réduire l'utilisation des plastiques et lutter contre la pollution plastique en mer Méditerranée. Et cette signature s'est tenue juste après la présentation des 1000 solutions pour la planète proposées par Bertrand Piccard. Bertrand Piccard est bien connu en principauté pour son engagement pour la sauvegarde de notre planète, une lutte qui passe par des changements d'habitudes simples à adopter dans notre quotidien. Il s'est lancé le défi de sélectionner 1000 solutions innovantes et de les porter auprès des décideurs politiques et économiques. On l'écoute au micro de Vanessa Dessy. C'est un nouveau tour du monde. Avec ce guide des solutions pour montrer aux gouvernements du monde entier et aux entreprises comment atteindre leurs buts environnementaux. Parce que tout le monde commence à avoir des buts de neutralité carbone, ce qui est très bien, mais il faut les outils pour y arriver. Et ces outils sont répartis dans des centaines et des centaines de start-up, laboratoires de recherche ou même parfois grandes entreprises. Nous les avons rassemblés, on les a labellisés, on sait qu'ils fonctionnent, on sait qu'ils protègent l'environnement, on sait qu'ils sont rentables. Et maintenant, on veut les faire connaître et les faire utiliser, les mettre en œuvre. Des solutions à adopter facilement, Émilie. Et si l'on parle solution verte, l'autopartage est justement une initiative durable, Alexandra. Depuis un an, la SMEG a récupéré la gestion du parc d'autopartage Mobi. Jusqu'alors, seuls des véhicules 2 places étaient proposés. À présent, la flotte s'agrandit et permet de s'adresser à des familles avec de nombreux véhicules Peugeot 308 5 places. Plus de place et plus d'autonomie qui permettront des déplacements bien au-delà de la principauté. Pour en profiter, il vous suffit de créer un compte sur le site dédié mobi.mc. Merci Alexandra. Après avoir fait un bond dans le passé avec le Grand Prix historique, place désormais au futur avec le e-prix de Monaco. La 7e manche aura lieu ce samedi dans les rues de la Principauté et aura une saveur particulière pour une des 12 écuries du championnat puisqu'elle évoluera à domicile. Je veux parler bien sûr de Rocket Venturi Racing. Nous sommes d'ailleurs avec son directeur adjoint. Bonsoir Jérôme D'Ambrosio. Bonsoir. On peut le dire, vous évoluerez à la maison ce week-end. Ah ben, tout à fait, puisque c'est la maison pour le team, c'est ma maison à moi aussi, puisque j'habite ici depuis 6 ans. Donc c'est vraiment à domicile. Venturi avait fait podium ici en 2019 avec Felipe Massa. Ça serait un beau clin d'œil de reproduire cela samedi. Et c'est clairement l'objectif. On a eu 3 premiers week-ends qui se sont très bien déroulés. Avec quasiment on est le premier podium en Arabie Saoudite, puis Norman qui 2 fois les 2 week-ends suivants passe la ligne virtuellement sur le podium et puis malheureusement il prend des pénalités. Mais je pense qu'on a le package pour emmener les 2 voitures dans le top 10 et en avoir une sur le podium au moins. Et qu'est-ce qu'il a de si particulier ce circuit de Monaco? Il peut réussir soit à Norman, soit à Eduardo Mortara? Alors je pense que c'est un circuit qui peut convenir aux 2 pilotes. Il l'a convenu à Norman énormément dans le passé. Il a gagné ici dans plusieurs catégories et aussi il a des bons souvenirs ici. Et puis je pense que pour nous on a appris sur les 3 premiers week-ends qu'en fait la voiture elle fonctionne plutôt bien sur différents types de tracés. Tous les 3 premiers circuits étaient vraiment très différents, donc il n'y a aucune raison que ça fonctionne moins bien ici à Monaco. Justement Jérôme, comment se passe le début de saison pour Rocket Venturi Racing? Alors je pense qu'il se passe bien. Il y a eu quelques frustrations forcément, puisque comme je l'ai dit avec Norman, il y a eu 2-3 résultats qui étaient vraiment plutôt bien. Et malheureusement, on a eu quelques pénalités, on a eu quelques soucis aussi. Mais dans l'ensemble, on a une voiture qui est très performante et je pense qu'on va pouvoir faire vraiment une très belle deuxième moitié de saison.
Et voilà, tant qu'à la performance, il y a le moyen de faire quelque chose de bien. Oui, il y a eu pas mal de rebondissements dans ce championnat, c'est ce qui fait son charme? Effectivement, la Formule 1, c'est un championnat où il y a pas mal de rebondissements, puisque aussi dû au fait, que les groupes qualifs, où les 5 premiers au championnat partent dans le premier groupe et ainsi de suite, fait qu'en fait la piste est souvent un peu moins bonne et qu'on se retrouve avec des grilles un peu chamboulées. Donc un des charmes de la Formule 1, c'est justement que tout le monde peut vraiment faire quelque chose pendant le week-end. Je pense que le challenge pour tout team, c'est d'arriver, malgré cette indécision par rapport au qualif, d'arriver à naviguer ça le mieux possible et faire des résultats malgré tout à chaque week-end. Alors on vient d'assister au Grand Prix historique. Le Grand Prix de Formule 1 aura lieu dans 15 jours. Pour vous, les monoplaces électriques se sont enfin fait une place dans le sport auto? Oui, je pense que déjà, ça fait quelques années. Je pense que depuis que ça fait quelques années qu'on voit qu'il y a pas mal de constructeurs. C'est en fait un des championnats au monde où il y a le plus de constructeurs impliqués. Je pense que ça parle de soi-même, en sachant que tous les constructeurs comme Mercedes, Audi, il y en a d'autres, j'oublie Jaguar et encore beaucoup d'autres, fassent partie du championnat. C'est une belle marque de crédibilité pour nous. Eh bien, merci beaucoup Jérôme D'Ambrosio d'avoir été avec nous ce soir. Et évidemment, on est tous derrière vous pour le e-prix de samedi. Merci. Merci beaucoup. Et demain, nous aurons pour invité le pilote de Rocket Venturi Racing, Norman Nato. Il livrera ses impressions à quelques heures de la course que vous pourrez suivre en direct sur Monaco Info. Je vous propose à présent de découvrir les lauréats du premier concours de photographie environnementale organisé par la Fondation Prince Albert II de Monaco. Les plus belles photos sont présentées dans une exposition dans les jardins des Boulingrins. Voyez ce reportage de Vanessa Dessy sur des images de Thomas Deus. C'est une première. À l'occasion de ses 15 ans, la Fondation Prince Albert II s'est lancée dans un concours international de photographie. 6000 clichés de près de 1400 photographes du monde entier étaient en compétition sur la thématique « Hommes, fauves sauvages, destin croisé, territoire partagé ». Afin de faire une sélection, les 7 membres du jury ont pris en compte 3 critères. Une catégorie, la beauté de la faune sauvage, l'incroyable faune sauvage. Une deuxième catégorie, la faune sauvage en péril. Et enfin, parce qu'on cherche toujours dans le travail et l'action de la Fondation sur le terrain, de maintenir l'espoir. Donc une troisième catégorie qui est dédiée aux raisons de garder espoir. Toutes ces photos sont originales, elles n'ont jamais reçu de prix, elles n'ont jamais été exposées dans le passé. Nous avons toujours demandé le fichier source pour que la qualité de la photo soit assurée, mais surtout que ce qui entoure le sujet de la photo, il n'y ait pas trop de zoom pour que le sujet soit vraiment dans son milieu naturel et qu'il n'y ait pas d'artifice en vue de faire une belle photo. On cherche une photo naturelle. Le prix de photographie environnementale 2021 de la Fondation Prince Albert II est décerné à Kathleen Ricker pour une photo engagée et passionnée. La photo gagnante, c'est un gorille au bord d'une rivière et le jury a été unanime pour dire que le travail du photographe était remarquable pour se fondre dans le décor. Il n'y a pas d'échange de regard avec le gorille, donc l'animal, l'individu, a oublié la présence humaine. Et donc on a un moment de pure liberté, un moment des plus naturels. C'est ce qui a vraiment été recherché dans cette photo. Les 46 plus belles photographies issues du concours sont à découvrir jusqu'au 1er juin prochain dans les jardins des Boulingrins. L'exposition est également disponible en ligne. Et rien de tel que le beau temps de ces derniers jours pour découvrir cette exposition urbaine. L'Opéra de Monte-Carlo vient de clôturer sa saison artistique dans un contexte bien particulier. Avec 17 spectacles, plus de 270 artistes et des représentations quasi complètes, l'intégralité du programme aura pu être proposée. Une fierté pour le directeur de l'Opéra de Monte-Carlo qui est avec nous ce soir. Bonsoir Jean-Louis Grinda. Bonsoir. Cette saison aura jamais un parfum particulier. Oui, un parfum très particulier puisque nous avons douté jusqu'au début de la saison de pouvoir la mener à son terme. Donc le gouvernement princier ainsi que vous le savez, sous l'autorité du chef de l'État, a choisi de dire que la culture, et de le montrer que la culture était une chose nécessaire en principauté. Bien sûr, c'était rendu possible par l'exiguïté de notre territoire. La gestion des flux est plus simple ici sans doute que dans un grand pays voisin. Mais enfin, il fallait tenir la barre, avoir le courage de le faire. Et chaque spectacle a été un défi. Oui, il a fallu travailler encore plus pour respecter les mesures sanitaires. L'intégralité de la saison a pu être représentée.
Oui, alors ça déjà c'est un fait unique je crois en Europe. L'intégralité de la saison a pu être présentée devant un public distancié, mais surtout des spectacles entre guillemets normaux, des spectacles qui eux étaient sans distanciation, parce que c'est ce que je voulais à tout prix, ne pas proposer au public des opéras où la soprano était à 4,50 m du ténor pour lui dire je t'aime. Vous voyez, donc ça c'était autant faire du concert. Donc non, je voulais vraiment que le public qui nous rejoignait, qui avait le courage de nous rejoindre et de profiter de ce que nous leur proposons, eh bien, voit un spectacle normal. Et c'est ce qui s'est passé tout au cours de la saison. Ça a été un énorme travail des équipes de l'Opéra de Monte-Carlo, car franchement, tout le monde est rincé en cette fin de saison. C'est comme si on en avait fait 3. Vous voyez, mais enfin, on est très heureux du travail accompli. On a terminé avec Boris Godunov le dimanche 2 mai dernier. Alors, il y a eu beaucoup de choses, évidemment. On a d'abord adapté nos horaires au premier couvre-feu et puis changé tout à fait nos horaires pour jouer à 14 h toute la fin de la saison. Et ce qui est merveilleux, c'est que le public a suivi à 100%. Et ça, c'est formidable. Oui, vous avez dévoilé qu'il y avait eu des cas positifs à la Covid-19 à chaque production. Qu'est-ce que l'on se dit à ce moment-là? On baisse les bras, on annule tout, ou au contraire, chérissons cette chance de pouvoir se produire sur scène? Ce qui a été très bien sous l'impulsion du gouvernement, c'est que nous avons une méthode de travail que nous avons mis au point, c'est-à-dire tester, isoler, protéger et jouer. C'est ça le plus important. Donc à chaque spectacle, nous avons eu des cas à la technique, 1 ou 2, dans l'orchestre, dans le chœur, dans la figuration. Et à chaque fois, grâce à la politique de test que nous avons mis au point, qui s'est accentuée au fil de la saison, puisqu'on en est à 3800 tests, je crois, nous avons pu protéger les gens qui auraient pu être contaminés, arrêter parfois les répétitions, le temps nécessaire de faire les contrôles, et finalement pouvoir continuer. Donc cela prouve que quand on veut, ça marche. Le tout, c'est d'y mettre les moyens humains, on les a, les moyens financiers, on nous les a donnés, parce que le gouvernement a pris en charge l'ensemble de ces tests depuis le 1er janvier, et puis également la volonté des personnels de l'Opéra de Monte-Carlo, auxquels je souhaite rendre un hommage tout particulier, parce qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise, et un directeur d'opéra est un chef d'entreprise, n'a pas le pouvoir d'obliger ses employés, les gens avec lesquels ils travaillent, à se tester. Légalement, on n'a pas cette possibilité-là. Par contre, tout le monde a bien compris l'importance de le faire, et c'est vrai qu'au début, il y avait quelques petites réticences, mais chacun a compris, et j'ai dû argumenter auprès de chacun, parfois, pour bien expliquer les enjeux. Si on ne joue pas, on ne donne plus de travail à aucun artiste. Et ça, c'est une situation catastrophique. Oui, j'imagine que chaque artiste a aussi savouré cette singularité monégasque, une culture bel et bien vivante en temps de crise. Oui, bien sûr, vous n'avez pas idée des compliments, des remerciements que j'ai entendus tout au cours de la saison des plus grands artistes internationaux qui sont venus ici. Cecilia Bartoli, Placido Domingo, Ildar Drazakov et tant d'autres qui ont été, mais vraiment, et tous les rôles, tout le monde était tellement heureux de pouvoir s'exprimer en public, en jouant des représentations. Ça, c'était vraiment formidable et c'était apporté au crédit international de la Principauté de Monaco qui a su montrer que c'était possible pour peu qu'il y ait une volonté générale. Et dans un cadre unique. Jean-Louis Grinda, est-ce que vous arrivez déjà à vous projeter vers la saison prochaine, à établir une programmation ? Ah, mais la programmation est déjà établie jusqu'à la fin de mon mandat. Tout est fait. Je l'annoncerai début juin prochain. Vous savez, cette saison qui s'achève et qui a été très spéciale à plus d'un titre, on l'a jouée exactement comme je l'avais prévu il y a déjà plus de 3 ans. Vous dites jusqu'à la fin de votre mandat, puisque vous allez quitter votre fonction de directeur en 2023. Vous travaillez déjà en collaboration avec votre successeur, Cecilia Bartoli ? Oui, bien sûr. Vous savez ce départ a été choisi de mon côté et je crois que Cecilia Bartoli fera un excellent directeur d'Opéra de Monte-Carlo. J'en suis persuadé. Donc nous travaillons la main dans la main. Nous nous sommes d'ailleurs donné le temps nécessaire pour bien préparer cette transition, sans heurts, sans difficulté, pour qu'elle apprenne bien à connaître ce qu'est l'Opéra de Monte-Carlo, les attentes du public, les attentes du personnel également. Tout ça se passe dans la plus grande fluidité, la plus grande amitié. Jean-Louis Grinda, un dernier mot sur les chorégies d'Orange que vous dirigez. L'annonce des différentes étapes du déconfinement en France est une bonne nouvelle pour vous ?
Alors c'est une bonne nouvelle, même si aujourd'hui nous ne savons pas encore exactement quelles seront les conditions réelles d'accueil du public. S'il n'y a pas de remontée, si on se stabilise bien, si la vaccination continue de se poursuivre, je crois qu'elle se poursuit très bien, on devrait pouvoir jouer dans des conditions quasi normales. Je ne connais pas encore exactement la distanciation que je devrais avoir pour le public, ça c'est une très grande difficulté. Donc on a pour l'instant arrêté les locations pour attendre un feu vert qui devrait venir dans pas très longtemps. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui avec assurance, sauf catastrophe bien évidemment, c'est que le Festival des Corrigies d'Orange aura bien lieu en 2021. Et c'est une bonne nouvelle pour la culture encore. Merci infiniment Jean-Louis Grinda d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Et nous évoquions justement le calendrier du déconfinement en France avec le directeur de l'Opéra de Monte-Carlo. Depuis le 3 mai, les déplacements interrégionaux sont autorisés. Qu'en est-il des résidents monégasques, Alexandra Pani ? Effectivement, la question revient de plus en plus sur les réseaux sociaux, notamment à l'approche du pont de la semaine prochaine. A-t-on le droit de circuler librement en France avec une plaque monégasque? Doit-on continuer de faire un test PCR? Nous avons posé la question à l'ambassadeur de France à Monaco, Laurent Stefanini. Pour les monégasques et les résidents à Monaco, ça veut dire qu'on peut toujours circuler évidemment en France librement. Simplement, l'obligation du test PCR demeure. C'est-à-dire que si on va dans les Alpes-Maritimes ou dans le Var pour moins de 24 heures, on n'a pas d'obligation de test PCR. Mais si on va ailleurs en France ou si on reste plus de 24 heures, on a une obligation de faire un test PCR. Donc pour ce qui concerne l'espace européen, dont évidemment Monaco fait partie, comme la Suisse, comme Andorre, c'est à peu près les règles qui s'appliquent pour la circulation en France. Il était au micro de Christine Datomel. J'espère que vous y voyez un peu plus clair à présent. Oui, merci pour toutes ces précisions. Un mot à présent sur la création d'une institution nationale dédiée aux archives contemporaines d'intérêt public, Alexandra. Effectivement, et l'ordonnance souveraine du 25 mars pose la première pierre de ce projet. L'objectif est de constituer un service d'État entièrement consacré aux archives d'intérêt public à valeur patrimoniale. Les documents seront consultables par l'administration, bien entendu, mais également l'ensemble des monégasques et résidents ou encore des chercheurs. Et enfin, un nouveau festival culinaire arrive en principauté fin mai. Oui, je m'adresse à vos papilles, Émilie. La SBM organise le festival des étoilés Monte-Carlo. Le principe des dîners dans leurs établissements étoilés seront organisés à tour de rôle. En cuisine, un binôme constitué du chef résident et d'un chef invité pour un repas à 4 mains. La première soirée se déroulera au Blue Bay le 29 mai avec les chefs Marcel Ravin et Michel Saran. Et justement, le reportage qui suit va peut-être vous donner l'eau à la bouche puisque nous partons à la rencontre de la nouvelle chef du Coya Monte-Carlo. Elle s'appelle Victoria Valenila et vient de prendre la direction des cuisines de l'établissement monégasque. Sa promesse, le dépaysement. Regardez. Une invitation au voyage culinaire, voilà ce que nous propose Victoria Valenila. À seulement 27 ans, la Vénézuélienne est devenue la première femme chef du Coya, mais aussi d'un établissement de la Société des Bains de Mer. Elle a d'ailleurs acquis l'art de cuisiner ici, à Monaco, aux côtés de chefs tels que Joël Garraud ou Benoît Witz, avant d'embarquer dans l'aventure Coya. J'ai beaucoup aimé faire de la cuisine française parce que je pense que ça reste quand même les bases pour apprendre à cuisiner. Et si on ne connaît pas les bases, on ne peut pas jouer avec la cuisine comme il le faut. Mais c'est vrai que je trouvais jamais ma touche personnelle en fait dans tout ça. Et alors qu'avec Coya, j'ai trouvé une autre inspiration et je fais tout simplement ce que j'aime manger. Donc je reproduis mes plats d'enfance et je me dis que si c'est ce que je cuisine peut me donner des sensations assez intenses à moi, je pense que je peux transmettre ça à un client. Chef de partie il y a 4 ans à l'ouverture de l'établissement monégasque, Victoria a gravi petit à petit les échelons. Elle mène sa brigade avec une main de fer dans un gant de velours, le tout dans un esprit très familial. On l'a vu progresser, on l'a vu grandir au sein de la brigade. Et aujourd'hui, elle met sa patte, son empreinte, et on est tous très satisfaits du travail. La collaboration est top. Elle est toujours dans le détail, dans la recherche, et ça j'aime beaucoup.
c'est quelque chose qui va nous tirer vers le haut. Poussée par son envie de retour aux sources, la chef vénézuélienne revisite les plats de son enfance pour les adapter à la haute gastronomie. Le résultat est saisissant. Chaque entrée, chaque plat propose une saveur unique, tous aussi gourmands les uns que les autres. Le dépaysement est total. Je suis vraiment sur des saveurs de l'Amérique du Sud, sur quelque chose de très gourmand, sur quelque chose de simple. Je n'aime pas la cuisine compliquée, en tout cas je ne l'aime plus. Je pense que les gens ont envie et ont besoin de se détendre quand ils viennent à table. Après avoir eu une semaine très occupée avec plein de décisions à prendre, on a envie de s'asseoir et comprendre ce qu'on mange et que ça soit simple et bon. L'incontournable guacamole, un croustillant popcorn de poulet, empanadas, tataki de bœuf, tacos de shiitake font par exemple partie des mets proposés à la carte. Une expérience unique qui nous offre un aller simple pour l'Amérique du Sud tout en restant à Monaco. Et ça donne envie. On retrouve Alexandra Pani pour les prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de vendredi, Alexandra ? Un temps clair est prévu pour la journée de vendredi, Émilie. Comme la veille, il faudra faire attention aux rafales qui pourront souffler jusqu'à 60 km/h. Le ciel sera dégagé et ensoleillé. Les températures seront agréables avec 24 degrés au plus chaud de la journée. Et en ce 7 mai, nous fêterons les Giselles. Merci Alexandra et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Nous l'évoquions tout à l'heure avec le directeur adjoint de Rocket Venturi Racing, Jérôme D'Ambrosio. J-2 avant le e-prix de Monaco. Notre photographe Michael Alési vous emmène ce soir dans les coulisses de cette 4e édition, bien évidemment marquée par les mesures sanitaires. À demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Excellente soirée à tous.